Acteur Public TV, toujours ici au cœur de la 35e convention des intercommunalités de France à Toulouse. Nous sommes maintenant avec Virginie Luttrot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de Co-Seine Agglo. Cette convention qui touche à sa fin, troisième jour aujourd'hui ici à Toulouse. Quel bilan on peut d'ores et déjà tirer de ce grand rendez-vous? Quels sont les grands messages qu'ont voulu faire passer les représentants des intercos ici, réunis ici? Déjà, la première des satisfactions, c'est d'avoir encore 2000 congressistes aujourd'hui qui ont participé au débat. Et puis, ce grand rendez-vous, il a quand même eu lieu hier. Il faut être honnête. On cherche les moyens d'avoir un modèle disruptif. C'était l'objet de la convention. Quelle proposition on allait faire concrètement à nos gouvernants? Je n'ose même plus dire si c'est un président, un gouvernement, puisqu'on est en direct dans une instabilité justement pendant le temps de la convention. Mais l'éclairage qu'on a eu de Jean-Louis Borloo hier a trouvé un écho parmi nos adhérents. On en a beaucoup discuté toute la soirée. Ça peut marquer un tournant par rapport à nos positions. Ça peut marquer un tournant par rapport à notre dialogue avec l'État et les futurs gouvernants pour leur montrer que c'est bien des territoires que partiront probablement la solution. Et on ne l'a pas assez dit, il l'a dit d'une façon convaincue et je pense que c'est ce qu'on doit reprendre dans nos discours. Alors pour résumer ce que disait Jean-Louis Borloo, il a parlé d'un fédéralisme à la française et puis il a fait passer le message aux intercommunalités réunies ici de prendre un peu le pouvoir pour faire évoluer les choses en France. C'est un peu comme ça, je ne sais pas si on peut résumer comme ça, mais c'est un peu le message qu'il a voulu faire passer. C'est un homme politique d'expérience qui a repris quasiment exactement nos motions. C'est exactement ça, l'émotion sur la décentralisation, même si c'est un mot qu'il n'aime pas, l'émotion sur le contexte national, l'émotion sur le budget. Il a repris exactement les mêmes idées, mais avec une force différente de l'expérience et en nous mettant devant aussi nos responsabilités. On partage un constat, on partage un objectif, mais finalement, sur la méthode, on doit encore trouver des solutions. Et je pense que c'est le début de quelque chose, ce congrès, c'est pas le troisième jour, c'est pas la fin. Je pense que derrière tout ça, il y a des forces vives qui veulent se mettre autour de la table pour faire des propositions, pas renverser la table, c'est pas la culture française, même si c'est ce à quoi nous encourageait un petit peu Jean-Louis Borloo, mais en tout cas de proposer des choses concrètes pour être enfin acteurs de notre avenir et répondre aux besoins de nos citoyens. On a les moyens de le faire, c'est ce qu'il nous a dit, à nous de trouver la méthode. Alors l'un des grands enjeux de cette convention cette année, c'est notamment la transition écologique et l'adaptation au changement climatique. Comment s'y préparer, comment s'adapter dans les territoires avec chacun leur spécificité. Est-ce que les intercommunalités, c'est le bon niveau pour s'attaquer à ce sujet qui est évidemment souvent bien plus grand que le simple territoire d'une intercommunalité? Pour moi, c'est une évidence. Ça l'était déjà à 3-4 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de la plénière de clôture, nous abordions déjà ces sujets-là et j'avais dit, vous savez, les intercos avec toutes leurs compétences, finalement, c'est l'autorité organisatrice, même si c'est un mot un peu techno, des transitions. Et je me souviens de certains interlocuteurs en salle qui m'ont dit, mais t'as pété un câble. Vous ne pouvez pas vous enorgueillir d'être les seuls à maîtriser ça. Autorité organisatrice, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire une coordination, ça veut dire un principe de subsidiarité qui est donc la meilleure échelle pour exercer un certain nombre de compétences. Aujourd'hui, c'est un terme qu'on entend partout. On l'a utilisé pour l'habitat, mais on l'utilise pour toutes les transitions. Donc oui, je le dis fermement, et aujourd'hui on l'a prouvé, que le niveau des intercommunalités, c'est le bon niveau pour préparer les transitions, l'adaptation au changement climatique. Et c'est un niveau qui devra, pour le réussir, aussi s'adapter à des règles budgétaires qui changent fondamentalement. Alors justement, la question financière est très importante aussi quand on parle du financement de la transition écologique et de l'adaptation au changement climatique. Est-ce que les intercommunalités ont les moyens de financer cette adaptation? Je vais vous dire deux choses. Elles auront les moyens si elles changent leur paradigme, leur système. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui encore, on investit et on ne pense pas au coût global de nos investissements. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut modifier. N'avoir en tête que toute dépense ne peut avoir que d'impact positif sur son budget ou sur son environnement. Aujourd'hui, on construit encore des salles, on rénove encore des choses qui n'ont peut-être pas une utilité, où on a seulement 2 ou 3 sessions actives dans un bâtiment. Ça n'est plus possible aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment changer la façon dont on organise nos investissements pour les orienter vers des économies de fonctionnement et aussi un retour environnemental en émissions de carbone, un retour en usage, un retour financier. La deuxième chose, c'est que pour le réussir, cet investissement concret sur l'ensemble de nos compétences, c'est de changer complètement notre vision de l'annualité budgétaire.
On ne peut que contractualiser sur 6 ans. Mhm. Ce que je demanderais, moi, sur ma partie avec Sébastien Miossec sur les finances, c'est de dire à l'État, on a besoin d'un contrat sur 6 ans pour le prochain mandat. On ne vous dit pas d'augmenter nos recettes sur 6 ans, on dit que, OK, on passe un contrat, on a une trajectoire, nos dépenses structurellement vont baisser parce que nos recettes vont baisser. On le sait, ça n'est pas conjoncturel. Par contre, on veut une chose, que ce soit stabilisé sur 6 ans, qu'on puisse avoir une vision, qu'on puisse préparer, qu'on puisse justement réinvestir pour pouvoir générer des marges de manœuvre supplémentaires qui vont créer un cercle vertueux. Puis la deuxième chose, pour pouvoir continuer à implanter des industries, pour continuer à avoir de l'emploi, pour continuer à avoir un logement correct, c'est aussi d'avoir des protocoles quinquennaux avec l'État pour figer l'occupation de notre foncier. Parce que notre foncier, c'est notre dernière richesse. Mhm. Pour pouvoir l'optimiser, pour pouvoir dépolluer les anciennes friches, pour remettre de l'industrie, pour remettre du logement en lien, pour refaire de la mobilité, pour créer des voies douces, il faut aussi qu'on ait une stabilité sur le sol. 6 ans pour les finances, 6 ans pour le sol. Hors de question de vivre ce qu'on a vécu sur le dernier mandat, où tous les 3 mois, les règles changeaient. C'est impossible pour nous, et on a un esprit assez administratif, mais c'est totalement impossible pour nos partenaires privés, industrie, bailleurs, pour pouvoir construire des politiques. Donc pour faire quelque chose d'efficace durablement, il faut absolument figer les choses sur 6 ans avec un objectif partagé. Qui dit aussi finances contraintes, dit choix de priorité. Quelles sont sur votre territoire, au niveau de votre intercommunalité, quelles sont les priorités en matière d'adaptation climatique? Quand on voit toutes les compétences de l'interco, on peut se dire qu'il faut choisir. Est-ce que vous choisissez ou est-ce que vous rayonnez sur l'ensemble des compétences? Évidemment qu'on choisit, on renonce même. Alors on a deux outils, on a 2 grandes visions, ce sont nos filières de transition qu'on veut mettre en place. On est omnubilé par l'économie circulaire et les filières courtes. Donc finalement, ça régit l'ensemble des décisions que l'on prend sur le territoire. On vend du terrain pour l'industrie, on va vendre un terrain qu'à une société qui a un lien, soit humain, soit en énergie, soit en matière, soit en déchets, avec l'entreprise qui est à côté. C'est ce qu'on appelle l'écosystème. Ça nous permet de garantir des cercles vertueux pour demain. La deuxième chose dans nos objectifs, c'est qu'on utilise une méthode assez techno. Je le dis comme ça, même si on fait de la politique au sens noble, assez techno, ça veut dire que chacun de nos projets est regardé sous l'aune de critères qui ont été choisis, pour mon côté, il y a 6 ans. En 2021, on a fait un 360 du territoire. Je trouve que c'est une méthode intéressante, c'est-à-dire qu'on a étudié nos capacités à faire front aux questions d'inclusion, aux questions de circularité, aux questions de productivité, d'attractivité, et on a été noté sous forme d'un logiciel, ça a été distribué par l'ADEME, mais aussi par Engie, ça s'appelle Tractebel, nous a dit où on était bon ou on n'était pas bon. Ce qui fait qu'on a pu concentrer les moyens sur les aspects de politique publique où on n'était pas bon. Si on est bon dans l'accompagnement des seniors et pas bon dans l'inclusion et le handicap, eh bien j'ai pu réallouer des crédits d'un secteur senior vers le secteur handicap. On a pu, comme ça, faire face aux tergiversations sur nos budgets. Quand on a perdu 1 ou 2 millions, quand le DILICO nous pompe 1,5 million comme sur mon territoire, eh bien, on revoit cette grille de critères et on dit on n'a plus les moyens de faire autant. Et on reprend les projets qui avaient les meilleures notes, ceux qui nous permettaient de couvrir un maximum de personnes, ceux qui nous permettaient de couvrir un retard calculé sur certaines compétences. On va reprendre le même outil. À l'aune des enjeux nouveaux, parce que les enjeux ont encore évolué, parce que les filières ont encore évolué, l'idée c'est d'avoir une carte en début de mandat qui nous dit nos priorités sont celles-ci, nos moyens sont ceux-ci à l'heure actuelle, eh bien on fait les investissements qui correspondent au croisement entre notre capacité budgétaire et les notes de nos projets qui nous permettent de répondre vraiment à nos enjeux, à nos ambitions. On est encore ambitieux, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas du renoncement au sens négatif, c'est plutôt un choix positif. Aussi. Et puis, quand c'est bien noté, c'est que ça rapporte de l'argent. Quand c'est bien noté, c'est que ça touche vraiment beaucoup de monde. Quand c'est bien noté, c'est que ça nous permet de stabiliser une filière, un écosystème et d'être le moins dépendant possible d'une sorte de souveraineté locale par rapport à d'autres territoires sans rentrer en concurrence malsaine. Donc ça, c'est important. Et je crois que pour nos concitoyens, sur le prochain mandat, on mettra en haut la santé. On mettra en haut l'accès aux services publics, on mettra en haut la sécurité. Je crois que c'est des domaines. Donc on va retravailler ces critères, mais ils vont nous permettre, nous, de stabiliser nos choix sur 6 ans. Maintenant, j'attends de l'État qui stabilise mes finances sur 6 ans et qui stabilise mes règles sur 6 ans. C'est très clair, très concret, le réalisme à la fois ambitieux de votre territoire. Merci beaucoup Virginie Luttrot d'être passée par le plateau d'Acteurs Publics TV, installé ici donc au cœur de la Convention nationale des intercommunalités de France à Toulouse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur Acteurs Publics TV.